Alors, c'est un peu une longue histoire. J'appartiens à un laboratoire de recherche, le Centre Roland Mounier à la Sorbonne, qui travaille depuis de longues années sur la population de Charleville, l'histoire des familles, les mobilités. Et à force, évidemment, d'aller régulièrement à Charleville, la question s'est posée de savoir pourquoi cette ville et qui a pu la fonder et comment quelle est sa place dans l'Europe. Et c'est ainsi que j'ai choisi de m'intéresser au fondateur de la ville, qui est Charles de Gonzague-Clèves, duc de Nevers. Le duc de Nevers, c'est très compliqué de faire un choix en fait dans ses noms parce qu'il a, comme tous ces grands nobles, plusieurs cartes de visite, je dirais. C'est-à-dire que quand il naît Charles de Gonzague-Clèves, puis ensuite, à la mort de son père, il devient le duc de Nevers. Ensuite, à Charleville, il est prince souverain, donc il est Charles, le prince Charles. Et quand il devient duc de Mantoue, il se fait appeler Carlo Ier. Mais en fait, moi j'ai choisi comme titre le duc de Nevers parce que ses contemporains l'appellent tout simplement Nevers. Les Archives nationales, c'est un lieu évidemment emblématique à la fois de l'histoire, de la recherche et pour moi bien entendu, puisque le duc de Nevers passait beaucoup de contrats chez un notaire et qu'ici il y a effectivement le dépôt de tous les notaires de ce qu'on appelle le minutier central. Mais le travail sur Charles de Gonzague a été beaucoup plus compliqué en fait que l'on pouvait le penser, parce que grâce à Internet, on sait en fait que les archives ont été dispersées. En fait, pour travailler sur ce personnage, j'ai été obligée de sillonner l'Europe finalement. Il y a des archives à Monaco, il y en a bien sûr en Italie et particulièrement à Mantoue, mais aussi à Florence ou à Rome. Il y en a à Hanovre, à Vienne, à Nancy, à la Bibliothèque nationale, à Chantilly et bien sûr aussi un peu à Charleville. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces archives qui donnent vie au personnage. Alors je ne dis pas que j'ai vu toutes les archives, mais tout de même, je crois qu'il y en a une certaine quantité et je pense j'ai fait un travail qui est de ce point de vue-là assez pionnier dans la recherche qui m'a demandé quand même 5 ans. Alors, les princes, à l'époque, sont des personnages qui entourent le roi, qui sont pendant très longtemps les conseillers du roi et qui ont aussi un certain train de vie, des terres et bien sûr qui mènent aussi des régiments. C'est quand même avant tout des nobles et des guerriers. Mais en réalité, pour être prince, il faut avant tout justement tenir son rang. C'est-à-dire au fond dépenser beaucoup d'argent, à la fois pour ses équipages, ses chevaux, une soixantaine quelquefois, un hôtel particulier dans Paris, des différentes maisons de campagne, on pourrait dire, et il faut évidemment être proche de la cour et donc remporter aussi des batailles. Ce qui fait de Charles de Gonzague un personnage remarquable, c'est en fait qu'il appartient à une famille franco-italienne et qui a toujours eu en tête l'importance en fait de la culture, des études. Et Charles de Gonzague, qui est né à Paris, va vivre son enfance à Nevers. C'est sa mère en fait qui est la plus proche de lui. Il a évidemment des gouvernantes italiennes pour qu'il puisse parler les 2 langues, mais sa mère en fait fait venir auprès d'elle Blaise de Vigenère, qui est un grand savant de l'époque, ce qu'on appelle nous un humaniste, et qui va prendre en main son éducation. Et ce qui est le plus remarquable à mon avis, c'est que cette éducation, Blaise de Vigenère en rend compte à ses parents par des lettres, en notant
tout ce qui lui est fait comme une sorte d'emploi du temps, un compte-rendu en fait de l'éducation qu'il reçoit. Et là, on voit que son père, Ludovic de Gonzague, insiste beaucoup sur l'importance de la religion. Il lui faut du temps pour qu'il puisse aller à la messe et prier, mais il a aussi beaucoup de précepteurs et de dialogues avec lui toute la journée, philosophique. C'est une véritable formation intellectuelle qu'il reçoit à ce moment-là. Alors, il y a en fait des lettres extrêmement intéressantes autour, en fait, je dirais autour de Charles de Gonzague. Les premières se trouvent à la Bibliothèque nationale. Elles sont adressées à son père, à sa mère, à ses sœurs. Il écrit énormément, presque tous les jours. Il écrit des très longues lettres, mais il y a une deuxième partie de correspondance qui est un peu différente. C'est en fait au moment où il part en Italie, c'est son ambassadeur qui le tient au courant, mais aussi les habitants de Charleville qui lui écrivent de tout ce qui se passe en France, puisqu'il a en fait quitté la France. Et là, on a vraiment une richesse extraordinaire, parce que ces lettres, on ne sait pas très bien pourquoi on les a, puisqu'il y a marqué dessus « à brûler » et qu'elles n'ont pas été brûlées. Ce sont donc des lettres en français, confidentielles, et qui nous révèlent effectivement un personnage intime, très différent évidemment du prince officiel que l'on voit par rapport à Marie de Médicis ou dirigeant la révolte des princes. C'est tout à fait différent. Là, c'est un prince qui est préoccupé évidemment par l'argent, mais aussi par l'avenir de ses filles, y compris par l'attitude de ses filles qui sont quelquefois des véritables aventurières et pour lesquelles il se fait du souci, mais comme il n'est pas proche, c'est difficile pour lui. Charles, depuis son enfance, vit dans une sorte de mythe. Il a énormément de livres sur Romulus, sur Alexandre, sur les grands empereurs qui ont fondé des villes. Il a aussi beaucoup de traités d'urbanisme. Donc, on peut penser que dès tout petit, il a rêvé au fond de créer sa ville. Or, en 1606, il a l'idée de créer une ville, et cette ville, il l'a créée dans la toute petite principauté dont il est complètement souverain. C'est ce qu'on appelle la principauté d'Arche. Et comme vous le savez, il l'a appelé de son nom, c'est la ville de Charles, Charleville. Et c'est une ville extrêmement moderne, avec des avenues très larges, avec un plan qu'il a lui-même pensé, avec son épouse et la famille Metteseau, et dont il veut faire certainement la capitale de la chrétienté, puisque cette ville est particulièrement soumise à une sorte de règlement très pieux, et puis aussi elle est organisée en fait d'une façon très originale, puisque elle fait 4 quartiers comme les 4 évangiles. Chaque quartier est protégé par un saint, et chaque rue porte le nom d'un saint. Les rues principales portant le nom de la rue Saint-Charles et la rue Sainte-Catherine du nom de sa femme. Charleville est construite dans une boucle de la Meuse, donc c'est vrai qu'elle est vraiment remarquable au niveau de sa situation. Elle est donc à quelques portées de Mousquet, comme on pourrait dire, de Mézières. Mézières étant une ville déjà du Moyen-Âge quasiment, entourée de remparts. Donc là, c'est la modernité qui s'affirme. Et il a choisi ce lieu parce qu'en fait, il en fait une ville franche, permettant aux gens de faire du commerce et de naviguer sur la Meuse, puisqu'il prend un péage sur toutes les affaires, les denrées qui rentrent ou sortent de sa ville, c'est-à-dire sur toutes les denrées en fait qui viennent de la Hollande et qui c'est vers la France. Donc c'est absolument énorme comme privilège. Donc oui, cette ville attire, mais évidemment peut-être pas suffisamment à son goût, ça ne va pas assez vite, c'est un immense chantier. Et donc la première chose qu'il va faire, c'est de donner l'asile. Alors là, on peut s'interroger sur cette histoire d'asile,
parce que sa femme allait beaucoup visiter les prisons à Paris, et on peut penser que c'est un couple qui croit dans, comme nous appelons nous, à une seconde chance. Et en fait, ils autorisent toutes les personnes qui ont eu des problèmes avec la justice, que ce soit pour meurtre, pour faillite ou pour rixes, etc., à venir à Charleville. Et là, on leur donne un terrain, ils peuvent construire des maisons, y vivre, ils font du commerce, ils ne sont pas inquiétés par la justice. Alors évidemment, ça amène aussi des gens qui transitent, on dirait, qui viennent parce qu'ils ont eu des problèmes, et puis 3, 4 ans, 5 ans après, eh bien, ils s'en vont, ils se sont refait une virginité. Ça donne aussi l'occasion à certaines familles, je dirais assez modestes, proches du prince, comme des valets de chambre par exemple, de s'installer à Charleville, de devenir par le fait du prince des officiers, il les anoblit et ils repartent ensuite en France nobles, et donc de ce fait une ascension sociale et un marchepied extraordinaire. C'est une ville où il y a énormément de transit. Charles de Gonzague est un dévot, il est vraiment éduqué dans une religion importante, hein, c'est la fin des guerres de religion, donc il y a aussi un enjeu politique. Sa tante est quand même l'épouse et la veuve du duc de Guise, donc ce n'est pas rien, mais en même temps il vit complètement sur un mythe qui est encouragé par ses parents et aussi par Blaise de Vigenère. Il est le descendant, celui qui doit relever le flambeau de la famille des paléologues, les derniers empereurs de Byzance. Donc en fait, il rêve de libérer une partie de la Grèce qui est occupée par les Turcs. Il se lance dans un projet qui même à son époque paraît un peu fou, c'est d'aller chercher de l'argent auprès du roi, de nombreux seigneurs, de grands princes, pour diriger. Alors, on ne sait pas très bien si c'est une croisade au sens propre du mot, mais disons une guerre contre les Turcs pour essayer effectivement d'imposer la religion chrétienne à cette partie de l'Europe. Et cela va l'entraîner dans des frais extravagants. C'est un échec. Et c'est aussi pour lui certainement quelque chose d'extrêmement douloureux parce que effectivement là il n'a pas réussi à cause de Richelieu, il faut bien le dire, qui avait d'autres préoccupations que les Turcs, qui devaient se battre aussi contre les protestants à La Rochelle, et donc il a été un peu sacrifié, mais c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que c'était un projet un peu fou. Quand il voit que ce projet de la milice chrétienne, comme il l'appelle, et de cette fameuse croisade, entre guillemets, a échoué, Charles de Gonzague n'est pas un homme à se laisser abattre. Et il a toujours un projet, j'allais dire, dans la tête. Alors, ça n'a pas marché, et c'est ce que j'admire chez lui, hein. Il rebondit, et il se dit, je vais tenter autre chose. Et cette autre chose, c'est qu'en fait, ses cousins qui sont en Italie, les Gonzague de Mantoue, sont sans enfants. L'un a un bâtard qui ne peut pas, qu'il a bien essayé de faire légitimer, mais ça n'a pas fonctionné. Et l'autre a épousé une femme beaucoup plus âgée que lui, qui, comme il est dit dans les textes, est un peu surannée, et donc qui ne peut plus avoir d'enfants. Et Charles de Gonzague va ne pas avoir forcément un rôle toujours très moral, mais il va intervenir à plusieurs reprises pour empêcher de casser le pape de casser ce mariage, et parce que c'est en fait lui l'héritier direct à ce moment-là s'il n'y a pas d'enfant. Il va donc intriguer, il n'y a pas d'autre mot je crois, hein, envoyer d'abord son fils vivre à la cour de Mantoue, apprendre les usages italiens, apprendre le dialecte, se faire des relations, envoyer des cadeaux somptueux, et puis petit à petit, effectivement, le fils va épouser une de ses cousines, avec évidemment la bénédiction de son père. Et il y a des lettres entre le père et le fils très importants, et à ce moment-là, eh bien, quand le dernier duc de Mantoue meurt, Vincenze, eh bien, il arrive à cheval, il part de Charleville en plein hiver,
il laisse toutes ses affaires dans son appartement de Charleville et il part à bride abattue, si je puis dire, pour retrouver le duché de Mantoue. Et là, effectivement, il est accueilli les bras ouverts par les Mantuans parce que on dit qu'une légende disait qu'un prince français viendrait sauver le duché. Légende, comme dit un diplomate, bien utile à ce moment-là. Il ressort évidemment cette légende et il arrive sur son cheval, je dirais, pour sauver les Mantuans. Hélas, ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Il rédige lui-même son testament. Il est déjà en fin de vie, mais il ne se sent pas mal du tout puisqu'il est amoureux d'une femme et qu'il désire même l'épouser, donc ce qui fait un peu peur à la France. Et il a à ce moment-là toujours des difficultés avec sa belle-fille parce qu'il faut savoir que son fils est mort. Il y a donc une belle-fille et un petit-fils qu'il appelle d'ailleurs son fils et qu'il éduque comme s'il était son fils. Il dédie ce testament à la Vierge qui a, depuis son enfance, marqué véritablement sa vie et pour laquelle il a une véritable dévotion, dit-il, depuis son enfance. Ça, c'est assez extraordinaire parce qu'on ressent bien la permanence de l'homme de 50 ans par rapport au petit enfant. Et puis ensuite, eh bien, il va détailler ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est d'abord régler ses comptes avec sa belle-fille. Hein, donc il nomme un conseil de tutelle pour son petit-fils. Ça, c'est assez intéressant. Et puis il veut aussi, évidemment, que ses filles soient bien mariées, et particulièrement sa fille aînée, qu'il admire énormément, à qui il a donné beaucoup de pouvoir, et qui ont pris beaucoup de procurations pour gérer ses terres en France. Il veut la voir reine, ce qui d'ailleurs finira par réussir.